Bonjour Véronique, comment tu vas? Bonjour Vincent, eh bien, je suis en pleine forme. J'ai la chance Super. d'habiter dans une région où il fait super beau, donc Ouais. ça me met de bonne humeur et ça, c'est top. Voilà, Tu habites en PACA, c'est ça? c'est ça. J'habite dans le Var, entre Toulon et Brignoles, pour ceux qui connaissent. Et j'ai la chance d'habiter dans cette région depuis 14 ans, où Ouais. j'ai immigré suite à une mutation professionnelle à l'époque. Donc j'étais salarié et, euh, et j'y suis resté parce que c'est vrai que on a une vie quand même, je veux dire, un cadre de vie qui est quand même assez exceptionnel. J'ai la chance, en plus d'être, comment dire, euh, à la campagne. Donc ça veut dire que je ne suis pas enfermée entre quatre murs. Je suis pas, voilà, j'ai un jardin. Donc, le moindre rayon de soleil, je me mets dessous. Alors, on va peut-être dire que c'est dû à mes origines, c'est pas possible, hein, pourquoi pas, voilà. Mais c'est vrai que j'apprécie énormément. Alors, ok, super Véronique. L'une des raisons pour lesquelles je voulais que tu puisses partager un peu avec nous ce que tu fais, c'est que tu es entrepreneur depuis quelques années maintenant et ça se passe bien pour toi. Et j'aimerais un peu, si tu le veux bien, que tu puisses nous parler de ce que tu fais, de comment ça se passe pour ton entreprise, etc. Ok. Alors, tout ça, c'est venu puisque je suis pas, je suis plus toute jeune, hein, évidemment, et on va dire que mon entreprise d'aujourd'hui, elle est issue en fait de mon expérience de salarié. Donc, il faut savoir que j'ai toujours eu deux pans de ma vie qui se sont liés plus ou moins sans vraiment se lier, mais qui ont été en parallèle en tout cas. D'un côté, j'ai été fonctionnaire donc pendant 26 ans. Donc j'ai travaillé pour l'armée, que ce soit l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, etc. Pendant 26 ans en tant que, on va dire, secrétaire comptable, et ensuite vraiment comme comptable, puisque j'ai repris mes études à 40 ans pour passer mon diplôme de comptable. Donc c'est vrai que ça a été un bon truc pour moi, parce que ça m'a permis de découvrir un milieu que je ne connaissais pas du tout. J'ai Je suis scientifique à la base, donc on va dire que les chiffres m'ont toujours intéressé. Mais la compta, c'est quand même très particulier. C'est une gymnastique très particulière. Bon. À côté de ça, je suis éleveuse de chiens, donc sélectionneur, on va dire, de chiens de race, donc du berger Shetland, donc pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un petit collet, un petit lassie. Voilà. Donc j'élève dans cette race-là depuis 30 ans. Donc d'un côté, fonctionnaire, tout ce qui est administratif, et de l'autre, éleveur, et en plus comptable. Et donc, il y a à peu près 3 ans, non, en 2012, j'ai monté ma première vraie entreprise qui consistait à aider en fait les petites entreprises surtout à répondre aux appels d'offres des marchés publics. Et pourquoi j'ai pris cette voie-là? Parce que justement en tant que comptable, on habitait entre guillemets juste à côté donc du bureau des marchés publics. Et dans la comptabilité, en fait, on avait toujours des contrats qui nous passaient sous le nez, auxquels on devait faire référence pour savoir si on devait payer les fournisseurs ou pas, comment, à quelle date, des acomptes, des avances, enfin, tout ce qui va bien. Bon. Et à un moment donné, puisque je m'occupais d'énormément de factures, hein, qui me passaient sous le nez tous les jours, euh, eh bien, ça m'est venu en me disant, mais il y a beaucoup de petits entrepreneurs qui ont réussi à obtenir des marchés publics. Donc, je savais le fonctionnement global, hein, évidemment, de ce système, euh, mais je n'étais pas vraiment rentrée dedans. Et j'ai eu la chance, justement, d'être amie avec le chef du bureau des marchés publics, donc de là où je travaillais, et qui m'a enseigné beaucoup de choses. Et, euh, et en fait, ça m'a beaucoup plu, dès le départ. Le côté variété des entreprises vers lesquelles je pouvais me tourner, que je pouvais aider, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur activité, quelle que soit leur situation géographique, puisque ça y est, je travaillais déjà à distance, hein, déjà à l'époque. Euh, et tout ça, ça m'a donné l'idée de pouvoir les aider à avoir cette espèce de gros gâteau de 80 à 100 milliards d'euros quand même, que l'État destine en fait à la sous-traitance. Voilà. Et, euh, et je me suis dit, mais il y a tellement de petites entreprises en fait qui ne savent pas ni comment faire, qui ne savent pas qu'elles peuvent le faire, parce que quand je me suis lancée, en fait,
j'étais très surprise que la première question que l'entreprise me posait, c'était « Est-ce que j'ai le droit ?» Et ça, je me suis dit, mais là, il y a un truc. Il y a un truc à faire. Il faut essayer de sonder un peu le terrain pour savoir si c'est vraiment un problème de moyens, si c'est un problème de connaissances, etc. Et donc, une fois que j'étais bien briefée par ce chef de bureau des marchés publics, on va dire que c'était vraiment le côté contrat. Il m'a expliqué vraiment le côté contrat. Par contre, après, j'ai fait un peu comme tout le monde. Je suis allée sur Google, j'ai tapé marché public, je suis tombée sur un site qui expliquait bien, j'imagine. Mais alors, l'anecdote de la chose, c'est que j'ai ouvert un fichier, j'ai lu 3 lignes, j'ai refermé. C'était vraiment radical. Bon, je me suis dit, c'est quoi ça? Ce langage, cette façon de penser, le code des marchés publics, que je me demandais combien il y avait de pages, parce qu'à mon avis, c'était même des bouquins, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a été terrible. Au niveau de la préhension de ce milieu, ça a été terrible. Et puis après, bon, j'ai réfléchi un petit peu, je me suis dit, bon, tu es une grande fille, tu sais lire, tu sais écrire, tu as eu ton BTS de compta à 40 ans, donc ça veut dire que tu n'es pas trop idiote, tu sais quand même, hein, voilà, tu sais lire un texte, quelque chose. Donc, prends-toi par la main, retourne-y, tu vas y arriver. Il n'y a pas de souci, tu vas y arriver. Et donc, effectivement, j'ai pris le temps, ça m'a pris quelques semaines, voire quelques mois, j'ai pris le temps et je me suis aperçu que finalement, déjà, l'antériorité de l'administration, hein, du côté administratif que j'avais bien apprécié, bien, on va dire, voilà, bien conquis, on va dire ça comme ça, m'a beaucoup aidé hein, quand même, hein, parce que c'est un jargon, le jargon des marchés publics est un jargon entre l'administratif pur, hein, ce qu'on peut trouver dans tout ce qu'on voit hein, habituellement, et le côté juridique. C'est vraiment entre les deux. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de mots qu'on ne comprend pas si on ne va pas chercher derrière. Donc, il y a tout un glossaire, un lexique à apprendre, effectivement. Hein. Une méthode aussi. Voilà. Et donc, ma première entreprise donc, a été dans ce milieu-là. Et donc, en fait, ça a été pour aider les entreprises à répondre aux appels d'offres des marchés publics. Et ça a été génial. Ça a été 4 ans où ça a été absolument génial parce que moi-même, j'ai appris beaucoup. C'est un milieu où j'ai appris beaucoup parce que j'en faisais pas du tout partie. Moi, j'ai toujours été salariée. Et donc, je me suis aperçue du gouffre, en fait, du fossé qui sépare les deux mondes, que ce soit une petite boîte, un artisan ou que ce soit un grand groupe, peu importe, le salarié et le patron, c'est 2 milieux différents. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas compatible, hein, du tout. Hein. Ça veut simplement dire que c'est une logique, un état d'esprit qui est différent d'un côté ou de l'autre. D'un côté, on apprend juste à, on va dire, faire ce qu'on nous dit de faire et à ne prendre aucune responsabilité. En gros, hein, d'accord ? Même si on est très impliqué dans son travail parce qu'on a un poste de directeur général, hein, par exemple, hein, d'accord ? C'est pas lié au fait qu'on soit, encore une fois, c'est pas péjoratif ce que je dis, c'est pas lié au fait qu'on soit juste ouvrier dans une usine à serrer des boulons. Hein. Ça n'a strictement rien à voir. C'est juste le fait qu'on est salarié, on fait ce qu'on nous dicte de faire et on ne prend pas la responsabilité s'il y a le moindre problème. Voilà. Même encore une fois, si on est très impliqué dans ce qu'on fait. Bon. Par contre, dès qu'on est patron, qu'on soit patron de soi tout seul, par exemple, des micro-entrepreneurs, ou qu'on soit patron d'un grand groupe, on prend la responsabilité de tout ce qu'on fait et de tout ce qu'on vend. Et ça, à un moment donné, quand on a compris ça, il y a un truc, hein, il y a un déclic qui se fait. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Et ça, ce déclic-là, je l'ai eu parce que je me suis aperçue que finalement, les patrons, ils me traitaient d'égal à égal déjà, donc ça, c'est bien. Voilà. Et tout en ayant gardé un peu cet état d'esprit salarié, puisque j'avais encore le pied dans l'administration, hein. C'était un cumul d'activités, j'avais encore le pied dans l'administration, et donc j'étais salarié tous les jours quand même. Et donc, j'arrivais petit à petit à cet état d'esprit d'entrepreneur qui ne s'est pas fait en une journée, ça c'est sûr.
Et c'est en côtoyant justement le monde de l'entreprise, encore une fois, petite, moyenne, très petite, puisque les marchés publics, j'avais des associations, j'avais des PME, des TPE, j'avais des gens qui étaient tout seuls, j'avais des gens qui avaient 2, 3 salariés, j'avais des gens qui en avaient 5 millions, hein, peu importe, voilà. Pas avec moi, hein, mais dans le milieu, au niveau de la compta, on avait affaire à des toutes petites, donc des associations comme des grands groupes comme Engie, Orange et compagnie. Hein, donc voilà. Donc, l'état d'esprit d'entreprise est venu effectivement en côtoyant plus de petites entreprises, moi à mon niveau, hein, quand je faisais mon activité hein, à côté de mon salariat. Et ça m'a appris beaucoup. Ça m'a appris vraiment, vraiment beaucoup. Et donc, du fait de l'administration, il y a des lois quand même qui régissent l'administration et qui ont fait que je n'ai pas pu garder plus longtemps parce que l'administration, elle a ses lois qui fait que on peut le faire que pendant 2, 3 ans maximum. Après, il faut faire un choix. Soit on démissionne, soit on repart sur le milieu du salariat. Mais en tout cas, on ne peut plus faire de cumul. Ça a été assoupli depuis. Hein. Moi, je parle de 2012. Il y a des choses qui ont été assouplies. On garde toujours un peu ce cadre-là, hein, un petit peu fermé, bon, régi par l'administration, hein, elle est ce qu'elle est. Mais ça a été quand même un peu plus assoupli. On va dire ça comme ça. Bon. Donc, j'ai attendu 1 an ou 2. Et en fait, à un moment donné, j'ai dit, voilà, j'ai envie d'être entrepreneur à part entière. Par contre, je ne peux pas lâcher mon boulot maintenant parce que je suis sûre de rien. Voilà. Donc, en fin 2017, j'ai commencé à tâter le terrain au niveau du chien et du chat. C'est un milieu que je connais quand même depuis 30 ans. Bon. Et en fait, du fait de ma comptabilité, enfin de mon côté comptable, j'ai commencé en fait à sonder le terrain. J'ai commencé à demander un peu ce que les gens, au niveau dans ce milieu-là, s'ils avaient des soucis dans tel ou tel domaine, s'ils connaissaient tel ou tel domaine, qu'est-ce qu'ils avaient comme qu'est-ce qu'ils avaient comme problème en général, s'ils avaient des interrogations, etc. Et je me suis aperçue en fait que sur le plan comptable et on va dire sur le plan fiscal, dans ce milieu-là, c'était terrible. Il y avait un besoin qui était absolument terrible. Et donc, j'ai commencé à faire des posts sur mon mur. Ensuite, j'ai fait 1 ou 2 pages. Voilà. Sur mon mur perso Facebook, hein, je parle. J'ai commencé à faire des posts. Donc, des posts généraux où j'expliquais certaines choses. Donc, suivant, par exemple, je prenais un sujet comme la TVA et je disais, voilà, la TVA, ça fonctionne comme ça. Vous, dans ce milieu-là, attention à ci, attention à ça, le seuil pour passer, enfin pour être assujetti obligatoirement ou pas, etc. Bon. Et en fait, beaucoup de gens ont pris de l'intérêt pour ce que j'écrivais. Et je me suis dit, pourquoi pas créer une entreprise où je puisse aider donc les éleveurs, hein, en général, mais ça pouvait être aussi les autres activités dans le milieu de l'animal, hein, de compagnie, à gérer. Donc, ce que je veux dire sur le coup, c'est comment les aider à gérer un petit peu tout ça. C'est-à-dire sur le plan fiscal et comptable, tout en restant à égalité, puisque la comptabilité en tant que telle, si on n'est pas expert comptable, on ne peut pas gérer la comptabilité d'une entreprise. Bon. Et en fait, j'ai trouvé un moyen de les aider en faisant de l'assistance, tout simplement. C'est-à-dire que j'assiste les éleveurs à gérer leur comptabilité. Je leur explique comment il faut faire, je leur explique ce qu'ils peuvent déduire, ce qu'ils ne peuvent pas déduire, qu'est-ce qu'ils peuvent prendre au niveau des ventes, comment. Voilà, c'est en gros la comptabilité de l'élevage ou du milieu de l'animal de compagnie en général. Hein. Les régimes fiscaux qu'ils peuvent prendre, hein, soit le réel par exemple ou la micro, avec ou sans TVA, le statut juridique, etc. Bon. Et donc, je me suis dit que même comme ça, il y avait encore un besoin. Et donc, en février 2018, j'ai créé ma SASU. Voilà, j'ai créé ma SASU qui comportait et l'assistance donc aux professionnels et aux particuliers sur le plan fiscal, comptable et compagnie, et la formation, en fait. Parce que, en même temps, dans ce même contexte, je suis tombée sur un lien Facebook où, en fait, on pouvait apprendre à distance à faire une formation de formateur complète. Je l'ai prise, j'ai étudié et je me suis aperçue que finalement, il y avait un truc à faire. Et c'est là que j'ai eu le déclic. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Voilà, c'est ça que je veux faire. C'est formateur. Et donc, j'ai obtenu, donc, suivant les indications de la formation en question, le numéro d'activité, hein, comme on appelle, qui permet d'être enregistré à la directe.
hein, qui gère les organismes de formation pour devenir un organisme de formation à part entière. J'ai ensuite obtenu donc, le Datadoc, donc, qui permet de faire financer les formations. Et donc ça, c'est un point crucial parce que finalement, on dit aux gens, vous avez besoin d'une formation, mais finalement, c'est l'État qui paye. Et ça, c'est top. Ça, c'est vachement bien parce que le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est quand même l'argent. Ça, c'est vrai. Voilà. Et donc, j'ai créé ma formation, enfin, j'en ai créé deux. Hein. J'ai créé d'abord la formation, celle qui m'appelait le plus, cette formation sur tout ce qui concerne les formalités administratives avant, pendant et après la création d'une entreprise agricole, et en particulier chien-chat. Voilà. Et je dois avouer qu'il y a énormément de demandes, et je suis contente parce qu'en plus, ce qui vraiment, moi, ma grosse satisfaction, c'est d'aider les gens, vraiment. C'est ma nature profonde, je pense que c'est ça aussi. C'est ma nature profonde d'aider les gens. Et je me suis aperçue que dans cette formation-là, j'aide énormément, justement, et en particulier les éleveurs, qui consistent à 80-90% de ma clientèle, j'aidais les éleveurs à y voir vraiment clair dans les méandres de cette administration animale. On va dire ça comme ça, puisqu'on a affaire aux impôts, on a affaire à la MSA, donc qui est la Mutualité Sociale Agricole, on a affaire aussi au service sanitaire, qui est la direction départementale, qui s'appelait à l'époque la direction des services vétérinaires, mais qui s'occupe aussi de tout ce qui est hygiène, par exemple, tout ce qui est hygiène au niveau des restaurants, au niveau des hôpitaux, tout ce qui est un rapport en fait entre l'être vivant et l'hygiène en général. On va dire ça comme ça. Bon, faut simplifier les choses. Et je me suis aperçue vraiment que je leur apportais beaucoup, mais beaucoup, quoi, dans une espèce de clarté, puisqu'en plus, dans notre milieu, dans ce milieu-là en particulier, il y a une loi qui est sortie donc, en janvier 2016 et qui a demandé en fait à toute personne qui élevait plus d'une portée par an à s'immatriculer. Et ça a été terrible, parce que les éleveurs sont d'abord éleveurs. Ce sont des passionnés, comme moi, voilà. Ce sont d'abord des passionnés, comme les sportifs, très souvent aussi, les artistes aussi. Voilà. Ce sont des gens qui mangent, qui boivent, qui dorment, qui pensent 24 heures sur 24 leur passion. Et donc, tout ce qui est administratif, c'est le gouffre pour eux. C'est le trou noir. Vraiment. Et finalement, au bout d'un an et demi, aujourd'hui, alors je suis plus salariée depuis en fait octobre 2018, puisque j'ai pris le temps, entre février et octobre 2018, de me former. J'ai pris le temps de demander toutes les infos qu'il fallait bien. J'ai pris le temps de prendre le temps, c'est vraiment ça, d'acquérir vraiment cet état d'esprit de chef d'entreprise. Et j'ai lâché le morceau, en fait, quand j'ai été prête. Voilà. J'ai sauté sans filet, parce que j'avais plus de salaire. Et donc, plus rien qui rentrait. Alors que quand j'avais créé ma micro-entreprise en 2012, j'avais mon salaire qui tombait tous les mois. Donc, si ça ne fonctionnait pas, je me suis dit, à la limite, au bout d'un mois, 6 mois, 1 an, si ça ne marche pas, de toute façon, je n'ai pas pris beaucoup de risques. J'avais rien comme investissement. Voilà, je faisais tout à distance, à part du temps que je prenais donc après mes heures de boulot, le week-end, les jours fériés, les congés, etc. Je n'avais pas d'investissement financier à proprement parler. Donc, si ça ne fonctionnait pas, je lâchais le morceau, on n'en parlait plus. Bon. Là, c'était plus ça. J'avais plus de salaire, je n'avais pas d'autres revenus. J'avais encore un peu l'élevage à côté, qui me permettait d'avoir quelques revenus, mais je n'en ai jamais vécu. Ça n'a jamais été mon mode de vie. Je n'ai jamais vécu de l'élevage, j'ai toujours travaillé, donc il n'y a pas de souci. Bon. Donc, voilà, c'est sûr que ça fait peur quand il n'y a plus rien. Mais finalement, je ne regrette rien. On est 1 an et demi plus tard. J'ai osé demander une trésorerie avant de partir à la banque. Avant de partir, j'ai demandé un prêt de trésorerie, pas parce que j'en avais besoin, mais pour assurer ma sécurité financière. En me disant, si ça ne va pas, voilà. Et en fait, quand j'ai demandé ce prêt bancaire, j'ai demandé en fait avec, comment on appelle ça, différé. C'est-à-dire que j'avais le prêt donc en avril, je crois, 2018, et j'ai commencé à payer qu'1 an après. Donc, ça me permettait d'avoir les fonds, de bien monter l'entreprise et sans avoir le trou financier qui amène les investissements, etc. Et la banque a suivi, et ça, c'est vachement bien.
Et c'est pas donné à tout le monde, hein, mais aussi, il faut savoir leur parler, hein, c'est toujours pareil. Voilà, il faut être convaincu de son projet. Il faut l'amener avec les arguments qui vont bien. Voilà. Et ils m'ont fait ce prêt. J'ai touché à l'argent au début parce qu'il fallait quand même qu'elle le justifie à la banquière parce que sinon, dommage. Voilà, donc j'ai mis quelques factures. Hein, voilà. Mais finalement, sur l'argent qu'elle m'a prêté, j'en ai laissé la moitié. J'en ai laissé la moitié. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à payer, donc 1 an plus tard, j'avais encore l'argent du prêt qui était là. Voilà. Et ça veut dire que j'avais l'argent qui rentrait. Et donc, ça veut dire que je n'avais pas besoin du prêt. Enfin, j'avais plus besoin du prêt en question. Je commençais à rembourser alors que j'avais déjà l'argent qui était généré tous les mois et qui me permettait déjà de rembourser le prêt. Et ce qui fait que quand j'ai commencé à rembourser, ça allait bien, quoi. Ça n'a pas fait de trou extraordinaire, quoi. Voilà, donc j'en suis là aujourd'hui. J'ai de la clientèle à plus savoir quoi en faire. Je ne vais pas dire que j'en ai pas besoin, c'est pas ça, c'est pas ce que j'ai dit, mais je suis comme un poisson dans l'eau parce que non seulement, ça me génère l'argent suffisant pour moi vivre sans avoir de salaire, et de l'autre côté, j'apporte énormément aux gens, je les aide dans leur quotidien fiscal, administratif, financier, quelque chose dont ils ont besoin. Le bouche à oreille fonctionne excessivement bien puisque on a quand même, les statistiques disent qu'il y a quand même 15 millions de propriétaires de chats et de chiens en France. Donc ça ne veut pas dire qu'ils veulent tous devenir éleveurs. Mais au niveau de la Société Centrale Canine, par exemple, qui régit les chiens avec pédigré, on a entre 20 000 et 30 000 éleveurs, déjà, qui sont enregistrés. Au niveau du chat, on doit être à moitié moins, voire un peu moins, mais peu importe. Mais il y a aussi tous les gens qui ne sont pas enregistrés comme éleveurs, avec pédigré, d'accord? Donc, c'est-à-dire tous ceux qui représentent pratiquement 2 tiers en plus qui élèvent sans pédigré, qui eux aussi ont les besoins, voilà, et sans compter tous ceux qui veulent le faire. Là, hier, j'ai eu une demande d'une personne qui, qui est en plus handicapée, ça aussi je vais en parler, qui est handicapée et qui veut se lancer dans une activité du chien et du chat. Hier, voilà, donc juste le bouche à oreille, pareil. Voilà. Au niveau des formations, j'en fais aussi une autre qui est justement, en fait, qui est le pendant, on va dire, de la première activité que je faisais, qui est celle des marchés publics. Donc, il n'a rien à voir effectivement avec le milieu du chien et du chat. Et j'ai créé cette formation, là aussi, dans un souci d'aide, puisque beaucoup de petites entreprises, même des moyennes, hein, quelquefois, même quand elles ont des salariés, ne savent pas comment faire pour répondre aux appels d'offres des marchés publics. Et je me suis dit que finalement, faire une formation sur le sujet pouvait amener les entrepreneurs à apprendre eux-mêmes le processus, à savoir comment ça fonctionne, à choisir eux-mêmes leurs appels d'offres, bon, quitte à se faire aider après par un prestataire hein, pour la finalité si vraiment il y a besoin, mais au moins comprendre le fonctionnement, comprendre qu'ils ont le droit, voilà, comprendre qu'ils peuvent le faire, que finalement c'est pas si ardu que ça en a l'air, que tout ce qu'on entend à la télé, c'est quand même des marchés publics, des gros marchés publics, d'accord? Et qu'un marché public, il commence à, je sais pas moi, 1 000, 2 000 euros. C'est pas les marchés publics, c'est pas 2 millions, 3 millions, 10 millions. C'est pas que ça. Il y a une grosse fourchette entre les deux. Et donc, c'est pour ça que c'est accessible à tout le monde. Et donc, voilà, j'ai créé cette formation, sachant que toutes mes formations sont en ligne, donc à distance. Donc, ça veut dire que n'importe qui y a accès. Et donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je suis dans ce milieu. J'adore ce que je fais. Je ne suis pas inquiète pour l'avenir. Bon, voilà quoi. Pour moi, c'est le truc. Alors, d'un côté, je me dis, j'ai dépassé, j'ai attaqué le deuxième, comment est-ce qu'on dit? Pas semestre, deuxième, comment est-ce qu'on dit? Je recommence. Alors, j'ai attaqué la deuxième partie du siècle. Voilà, comment est-ce qu'on dit? Ouais, c'est ça, en gros, c'est ça. J'ai attaqué la deuxième partie du siècle. Voilà. Et donc, je me dis, si j'avais commencé il y a 10 ans, ça m'aurait autant plu. Mais finalement, c'est jamais de la perte de temps. Si j'ai commencé il y a 2 ans, c'est qu'il doit y avoir une raison. C'est que j'étais prête à ce moment-là. Voilà. Sinon,
Et que j'avais aussi peut-être tous les moyens qui n'avaient peut-être pas il y a 10 ans. La formation à distance, par exemple, qui n'était peut-être pas si ouverte, hein, qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui. Pas la formation pour, pas l'objectif peut-être, pas envie, je ne sais pas, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai commencé, je suis bien et je finirai avec. Ça, c'est sûr. Voilà. Voilà, en gros. En gros, Ok, c'est voilà, c'est ce super. que je fais. Super Véronique. Bah, merci pour ton retour. On va mettre comme d'habitude du coup tous les liens pour pouvoir te retrouver sous la vidéo dans la description. Mhm. Et puis, Il y a un on truc t'en... dont j'aimerais Ouais, parler aussi. vas-y, Ah ouais, il y c'est a un truc. parti. Ah ouais, un truc que j'aimerais parler. Ouais, mais ça, c'est important. C'est important. Ouais. Alors, on recommence l'histoire. Enfin, on va reprendre un peu l'histoire. Donc, il y a quelque chose dont je voudrais parler aussi et qui fait partie de mon expérience. Il y a plus de 20 ans, voilà, c'est ça, plus de 20 ans, puisque c'était dans les années 96-97, j'ai demandé une mutation parce que j'habitais loin, j'avais déménagé de Paris, j'habitais loin et j'avais demandé ce qu'on appelle à l'époque un détachement, hein, c'est-à-dire de bosser pour une autre administration tout en faisant partie du corps de l'administration d'origine. C'est un petit peu complexe, mais en gros, c'est ça. Et donc, j'ai atterri au ministère du Travail. Et au ministère du Travail, j'ai intégré le service de la Cotorep. Et le service de la Cotorep, c'est tout ce qui est à l'origine de la prise en main des handicapés dans le milieu du travail. C'est à l'origine de la GIFIP aujourd'hui, de la MDPH, de Cap Emploi, donc qui sont des services aujourd'hui qui régissent donc le milieu du handicap, du travail et l'entrepreneuriat dans le handicap. D'accord ? Moi, j'ai travaillé là-dedans pendant 1 an et demi et je dois dire que ça m'a fait un effet de bœuf. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Je suis arrivée à 30 ans. À l'époque, j'étais une peste. Je dois l'avouer, hein, j'étais une peste. Chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose, c'était la faute des autres. D'accord ? Bon. Il pleuvait, c'était la faute des autres. Il ne pleuvait pas, c'était la faute des autres. D'accord ? En clair, hein, c'était ça. Bon. Et j'ai intégré ce milieu-là. Dès la première semaine, j'avais au téléphone, de 8h le matin, 5h le soir, des gens qui avaient des vrais problèmes. Et ben, je peux dire que ça m'a mis du plomb dans la tête, ça c'est sûr. Je me suis dit, il y a des gens qui ont des vrais problèmes, non seulement ça, mais en plus des gens qui ont envie de s'en sortir, c'est-à-dire qui ne se plaignent pas à longueur de journée, qui sont handicapés, qui n'y arrivent pas, etc. Oui, ils étaient conscients de leur handicap, que ce soit de naissance, que ce soit par accident, peu importe, que ce soit une maladie professionnelle, peu importe. Ils étaient conscients qu'ils avaient un handicap. La seule chose qu'ils voulaient, c'est qu'on les aide à réintégrer le milieu du travail. Voilà. Et ça, oh, mais ça a été tout de suite, hein. Ça a été terrible, quoi. Voilà. Et j'ai vécu 1 an et demi là-dedans. Oh, ça m'a ouvert les yeux, le cœur, tout a été ouvert. Les écoutilles, tout. Et donc, j'ai travaillé que très peu de temps là-bas, j'ai redéménagé, donc j'ai réintégré le milieu de la défense, mais j'ai toujours gardé ça. Et donc, quand j'ai entamé ma formation de formateur, et donc quand ensuite j'ai créé mon organisme de formation, j'ai de nouveau eu ça dans la tête, c'est revenu. C'est revenu dans toujours ma conception d'aider les gens. Je me suis demandé comment je pouvais aider aussi ce milieu-là. C'est resté dans un petit coin, et à un moment donné, en fait, j'ai pu côtoyer quelqu'un qui est référent handicap, accessibilité numérique, donc c'est très particulier, hein, c'est le côté communication numérique, digitale et compagnie, dans une très très grosse entreprise que je ne nommerai pas, et qui m'a expliqué tout ce qu'il faisait. Et ça a remis, ça a tout fait remonter, en fait, chez moi. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. C'est pas possible. Et en parallèle, dans ce milieu fameux milieu canin et félin, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des personnes en situation de handicap. Et le plus terrible dans l'histoire, c'est qu'ils étaient au courant de rien. Ils n'étaient pas au courant des aides auxquelles ils avaient droit. Ils n'étaient pas au courant qu'au niveau de Pôle emploi, il y avait une antenne Cap emploi qui était capable de les aider, etc. Je me suis dit, c'est pas possible. Et ce n'était pas un cas isolé. Il n'y avait pas juste une personne qui n'était pas au courant. C'était 9 sur 10. Je me suis dit, il y a un truc, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon.
Et donc, je me suis mise en quête par Facebook, parce que mine de rien, c'est par là qu'on a beaucoup, hein, les réseaux sociaux, c'est quand même là qu'on a beaucoup de renseignements, voilà, hein, assez rapidement. Et j'ai cherché une ou des associations où je pourrais m'intégrer bénévolement pour essayer d'y apporter mon domaine de formation, mais en particulier pour ces personnes-là, pour ce public-là. Et donc, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de personnes en situation de handicap qui avaient envie de créer leur entreprise, mais qui n'avaient ni la formation pour, évidemment, mais qu'on empêchait de faire parce que la raison tout le temps, c'était vous êtes handicapé, vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça, etc. Et donc ça c'était pas possible pour moi, vraiment. Bon. Et donc, je suis tombée sur une association qui m'a fait un effet de bœuf, là aussi. Et je vais en parler, parce qu'elle s'appelle Handicap Parlons Vrai, et qui est une jeune association, puisqu'elle a 1 an, hein, à peine 1 an et des brouettes, hein, on est en juin 2020. Elle s'est créée en mars-avril l'année dernière, hein, donc c'est pas vieux. Qui a toujours d'ailleurs une soif aussi de faire des choses sans beaucoup de moyens, qui se remue, vraiment qui se bouge, qui va voir les gens qui vont bien, qui est arrivé à s'imposer là où d'autres associations beaucoup plus connues et qui ont beaucoup plus de bouteilles n'ont pas réussi à s'imposer. Et ça, j'ai dit, il n'y a pas de hasard. Si j'ai intégré une association comme ça, si c'est elle que j'ai intégrée, il n'y a pas de hasard. Voilà. Et donc, eh bien aujourd'hui, au sein de cette association, j'accompagne donc les personnes en situation de handicap qui le souhaitent à monter leur projet de création d'entreprise, quel que soit le domaine. Donc, je les accompagne bénévolement du début, et sachant que le plus difficile au départ, c'est de faire comprendre à la personne qu'elle est de nouveau, si elle l'a perdu, parce que souvent dans 90% des cas, c'est ce qu'elle a perdu, c'est qu'elle est un individu à part entière et qu'elle a le droit de créer quelque chose et d'être active dans la vie plutôt que d'être assistée. Et donc, quand je dis assistée, ce n'est pas péjoratif ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'on les a habitués pendant peut-être un très grand nombre d'années, on les a habitués à bénéficier de telles allocations, de bénéficier de tels services, de bénéficier de tels avantages qui existent et qui sont là. Et tant mieux, tant mieux. D'accord ? C'est déjà suffisamment difficile comme ça pour eux. Mais, par contre, le plus difficile, c'est de les faire remonter au niveau mental et qu'ils soient de nouveau des individus à part entière sur le plan mental. Parce que, généralement, ils ont tellement été mis à terre, et ça, c'est aussi une réalité, que c'est le plus difficile. Une fois ça fait, après le reste, ça suit son cours sans aucun problème. Mais le plus difficile, c'est celui-là. Et donc, par les truchements de ça, j'ai été contactée par une autre personne, Céline, qui se reconnaîtra, donc soit parce que je vais lui envoyer le lien de la vidéo, soit parce que, elle tombera dessus, peut-être par hasard, j'en sais rien. Et j'ai eu avec elle et ensuite avec d'autres personnes une visioconférence où j'ai émis l'éventualité d'un gros projet qui pour moi était juste une idée et qui prend forme. Donc ça fait quoi, que quelques mois, c'est pas vieux, hein, qui prend forme, et je suis heureuse qu'il prenne forme. Attention, je vais pas m'attribuer tout le mérite, hein. C'est pas fait pour ça, en plus c'est pas dans ma nature, hein. Mais je me dis, mais le seul fait d'avoir parlé de quelque chose auquel d'autres gens certainement pensaient, mais qui n'avaient peut-être pas mis le doigt dessus, est en train de voir le jour. Et ça, c'est énorme pour moi, parce que je vais être vraiment active dans ce milieu-là, tout aussi bénévolement, hein, peu importe, je m'en fous, encore une fois, mais vraiment active et dans quelque chose qui est nécessaire. Parce que finalement, il y a des organismes, hein, la GFIP, la MTPH, etc. Il y a des associations. Céline en particulier me disait qu'elle connaît quelqu'un qui est en rapport avec 800 associations en rapport avec le handicap. 800, c'est énorme, d'accord ? Mais il y a aussi des réseaux, il y a tout ce qu'on veut sur le plan organisme, association, loi, même au niveau du travail. Hein, il y a une loi sur le handicap, etc. Mais finalement, ce qui manque, c'est la communication.
c'est vraiment la communication. Quand on dit aux gens qu'ils disent ça et ça et ça, 9 fois sur 10, ils ne sont pas au courant. Il y a un problème quand même. Le handicap, ça fait quoi? Déjà, moi, je suis au courant depuis 97, donc ça veut dire que ça existe au moins depuis ce temps-là. La cotorette n'est pas née avec moi, d'accord? Donc, elle existait déjà bien avant. Donc, ça fait des lustres qu'on en parle, d'accord? Et qu'on n'ait pas plus de communication que ça, alors qu'il y a des lois qui ont été faites depuis, justement. Il y a des lois. Et qu'il n'y a pas plus de communication que ça, c'est qu'il y a un problème. Donc, c'est là-dessus que j'ai mis le doigt et c'est là-dessus que ce projet va s'appuyer pour justement relier les handicapés eux-mêmes, tout ce qui tourne autour du médical et du bien-être de ces personnes-là, toutes les entreprises qui veulent s'intégrer, donc qui veulent participer au développement donc, du bien-être, mais aussi des fonctionnalités de travail pour les personnes en situation de handicap, de leur capacité d'intégrer un milieu ordinaire de travail, etc. Les formateurs et les organismes et les associations, évidemment. Voilà. Tout ce petit monde, ce que je, au départ, et ce qu'on voudrait maintenant, c'est que tout le monde puisse y adhérer et tout le monde puisse y avoir accès surtout. Et évidemment, aujourd'hui, on évolue. Hein. La meilleure façon de pouvoir donner accès, c'est le digital. Ça paraît évident. Voilà. Et ça, je voulais en parler parce que c'est important pour moi. Ça fait partie de ma vie maintenant. Et c'est quelque chose qui me tient excessivement à cœur. Vraiment. Et je pense que toutes les personnes qui seront intéressées, qui auront envie de participer à ce projet, mais qui viennent vers nous, quoi. Qui viennent. Parce qu'il y a énormément à faire, pas sur le plan des structures, elles existent déjà, mais pour relier tout ce petit monde, quoi. Il faut le faire. Il y a vraiment un besoin. Il faut le faire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Ok, eh ben, écoute, merci pour ce partage, Véronique. On en parlera après en privé, je pense qu'il y a des choses à faire. Et puis, en tout cas, prends soin de toi. Je pense Oui. qu'on fera peut-être d'autres vidéos par la suite, on verra, en fonction aussi de nos emplois du temps. Mais ouais, il y a probablement encore des choses à creuser. En tout cas, Eh prends bien, soin de merci à toi toi. et à très vite. Ouais, Merci beaucoup à toi. de rien, C'est ça fait très, plaisir. très gentil de m'avoir permis cette interview, de pouvoir parler de ce qu'on fait. Voilà, donc c'est vraiment merci à toi. Eh ben, avec plaisir. Et puis, j'espère à très vite. Merci beaucoup. Prends À soin de bientôt. toi. Au revoir. Merci. Au revoir.